Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cinéma et plus précisément de l'avancée des effets spéciaux de 1900 à 1920. Et là j'imagine que vous vous dites 1900, des effets spéciaux? Ils se foutraient pas un peu de notre gueule? Là il va falloir faire un très gros travail sur soi parce qu'on parle quand même d'une époque où lors de la première projection du film des Frères Lumière, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, le public a littéralement été pris de panique pensant que le train allait littéralement foncer sur eux. Et je déconne pas, le public a tellement été terrifié qu'ils se sont barrés de la salle. Ouais bon ok, ça tient un peu de la légende, mais ça reflète quand même bien l'idée que même un putain de vlog sur le quai d'une gare, ça faisait la une des journaux. Alors quand on parle d'effets spéciaux, on parle du papa, on parle du précurseur, le français Georges Méliès. On va faire une petite aparté sur Méliès, il y aura une vidéo spéciale sur lui, mais il est très important de préciser un peu les choses. C'était un illusionniste qui, après sa découverte du cinématographe, commence à diffuser des morceaux de films pendant ses spectacles. Alors un cinématographe, c'est la machine inventée par les Frères Lumière qui combine à la fois une caméra et un projecteur. Ah oui, c'est sans doute ce que vous avez déjà entendu, mais c'est totalement faux. Ce qu'on pourrait définir comme étant la première caméra aurait plutôt été inventé par Thomas Edison. Mais on en reparlera dans un épisode consacré à ce sujet. Alors mêler magie et trucage vidéo, c'était une idée de génie. Bon d'accord, mais comment il fait ça? Méliès se filme à 4 reprises sur la même pellicule avant qu'elle ne soit développée. Il interprète une première fois son personnage en entier, puis il rembobine la pellicule et tourne seulement les plans où la tête apparaît sur la table. Et c'est là qu'il est malin parce qu'il n'a pas vraiment enlevé sa tête. Il s'est filmé comme ça là, derrière la table, avec un voile noir qui cachait le reste de son corps. Et il n'a plus qu'à recommencer l'opération plusieurs fois pour avoir plusieurs têtes. Et à l'époque, ça en jette. Bien que ce ne soit pas réellement lui qui ait eu l'idée d'arrêter le cinématographe et de le redémarrer plus tard donnant l'illusion d'une permutation, c'est lui qui l'exploite et la rend populaire. En fait, c'est plutôt un problème technique qui a fait arrêter le cinématographe. À l'époque, il fallait tourner une manivelle qui faisait défiler la pellicule dans l'appareil. Et pendant un tournage, cette manivelle s'est bloquée, donnant lieu au premier cut. Quelques instants plus tard, quand il redémarre l'appareil, ce n'est plus une ambulance qu'il filmait, mais un corbillard. Et bim, le premier trucage, le premier effet spécial. Mine de rien, c'est la base de toute transformation, substitution, disparition. À partir de là, et ayant compris tout ce qu'il pouvait faire avec son appareil, il va réaliser une pelletée de courts-métrages, dont le plus connu, Voyage dans la Lune, sorti en 1902. Petite parenthèse, le film a coûté 10 000 francs. 10 000 francs de 1902, c'est-à-dire 38 000 euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en plus de ça, il s'est très mal vendu au début, personne n'en voulait à cause de sa durée. Bah ouais, la durée moyenne d'un film à l'époque était de 4 minutes, celui de Méliès en dure 14. À ce moment-là, Méliès prend ses bobines, file à la foire du trône, dessine sa propre affiche et projette le film avec les moyens du bord, et une semaine plus tard, ça devient le plus gros succès de sa carrière. C'est important de digresser un peu sur ce film parce que c'est lui qui donne naissance à la science-fiction. Eh oui, mais regardez un peu. La plupart des plans de ce film sont truqués, il s'agit de trompe-l'œil. La peinture est extrêmement soignée, bien plus que celle des décors d'un théâtre. Les acteurs sont d'ailleurs filmés devant de très grandes toiles. Et évidemment, tout n'est pas parfait. Regardez bien ici, le décor va trahir l'illusion. Et oui, c'est pas de la pierre. Sans compter qu'à l'époque, les caméras, on va appeler ça comme ça, ne pouvaient pas bouger. Pour faire les zooms, c'était les décors ou les acteurs qui étaient placés dans des caisses à roulettes qu'on avançait ou reculait. En 1907, un certain Norman Down a l'idée d'aller filmer des vieux bâtiments religieux en partie détruits par le temps, en Californie. Et à l'époque, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas restaurer numériquement, c'est-à-dire par ordinateur, parce qu'il n'y en avait pas, l'architecture des vieux bâtiments. Tout doit se passer pendant le tournage. Parce que le montage à l'époque, ça se résume à couper des petits bouts de pellicule.
c'est tout. Norman va alors placer une plaque de verre sur laquelle sont peints les éléments architecturaux manquants ou dégradés entre la caméra et le bâtiment qu'il est en train de filmer. Cette technique, c'est l'ancêtre de ce qui s'appelle le matte painting, encore utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, le matte painting, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de dessiner sur des plaques de verre, on utilise des caches noires qu'on place sur les parties qu'on ne veut pas exploiter, et on modifie ça ensuite en post-production. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Vers 1908, l'espagnol Segundo de Chomón, qu'on appellera Segundo, développe ce qu'on appelle le stop motion. Le stop motion, ou animation en volume en français, est une technique d'animation image par image. Le concept est assez simple en fait, des photos sont prises les unes après les autres, l'idée étant de donner l'impression que des objets ou des personnages bougent tout seuls en les déplaçant très légèrement entre deux photos. Et plus il y a de photos en 1 seconde, plus l'animation paraît fluide. En général, pour un film, qu'il soit en stop motion ou pas, la cadence d'image par seconde est d'environ 25. Donc d'après mes calculs et dans le cadre d'un tournage réalisé en 25 images par seconde, 50 photos représentent 2 secondes de film. Oui, mais pourquoi 25? Eh bien à cause de la persistance rétinienne. C'est un phénomène attribuant à l'œil une image rémanente qui dure 1/25e de seconde sur la rétine. Je pense que vous voyez où je veux en venir. En fait, à partir de 10 images par seconde, notre cerveau commence à faire la liaison entre elles et donne une impression de mouvement. Et au début du cinéma, les films étaient tournés entre 16 et 18 images par seconde. C'est pour ça que quand vous regardez un vieux film, vous avez cette impression de saccade. La cadence d'images par seconde a augmenté à partir des années 20 pour arriver à 24 images par seconde. Ce qui est d'ailleurs encore à peu près la norme aujourd'hui. Je rappelle que plus il y a d'images par seconde, plus le mouvement paraît fluide. C'est pour ça par exemple que le film Le Hobbit a été tourné en 48 images par seconde. Ça donne un effet très fluide. Bon, ça fait pratiquement 10 ans que les effets spéciaux existent, mais il va falloir attendre 1915 pour continuer à progresser dans ce domaine. Dave et Max Fletcher inventent ce qu'on appelle le rotoscope. Les inventeurs de Betty Boop, le dessin animé. Alors pour le rotoscope, je sais ce que vous imaginez, mais c'est pas ça. A priori, vous pensez à un praxinoscope. Mais c'est pas du tout ça. J'espère que j'ai encore toute votre attention parce que la rotoscopie n'est pas chose aisée à comprendre. Le principe de la rotoscopie, c'est de filmer une scène avec de vrais acteurs, puis de dessiner image par-dessus l'image réelle. Ça peut servir à reproduire avec plus de réalisme les mouvements d'un sujet filmé pour réaliser un dessin animé par exemple. Beaucoup de dessins animés que vous connaissez sont basés sur cette technique, ne serait-ce que Peter Pan ou Blanche-Neige. C'est aussi grâce à ce procédé qui, je le rappelle, a vu le jour en 1915 que bien des années plus tard, on a pu coloriser les sabres laser dans Star Wars. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo portera donc sur la période 1920-1940, l'âge d'or des effets spéciaux. Et je peux vous l'assurer, il y aura du lourd. Si ce format vous plaît, faites-le moi savoir en lâchant un petit pouce vers le haut et surtout partagez cette vidéo, ça me ferait super plaisir et ça aiderait à faire décoller la chaîne. Si vous avez des questions par rapport à un sujet que j'ai évoqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans un épisode annexe. Si par malheur vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si c'est déjà le cas, eh bien je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.